En une seule journée d'octobre, un fleuve s'est tu, les vannes se sont fermées et tout un continent a retenu son souffle incrédule. Le 10 octobre 2025, la fermeture de la rivière Sahel a coupé l'eau des multinationales tout en déclenchant une onde de choc financière, diplomatique et médiatique à l'échelle mondiale. Mais au-delà des sanctions brandies et des menaces de pénurie, que signifie vraiment pour vous ce pari d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté africaine ? Si l'eau change réellement de main aujourd'hui au Burkina Faso, c'est peut-être tout le rapport de force entre l'Afrique et le reste du monde qui bascule demain. La fermeture de la rivière Sahel ne fut pas seulement un geste spectaculaire. Elle a ouvert une brèche où se mêlent risques immédiats et promesses d'un futur réinventé. Au cœur de cette histoire se trouve un intérêt essentiel pour le public. Comprendre comment une décision hydrique peut redéfinir, en 10 ou 12 mots, la souveraineté d'un pays jugé vulnérable pendant des décennies. Ce choix brutal a exposé le Burkina Faso à une zone d'incertitude. Hausse des prix, tensions géopolitiques, réaction d'institutions financières, mais aussi naissance d'une mobilisation citoyenne rarement observée depuis l'indépendance. Il est à noter que les premiers effets contradictoires, instabilité économique mais regain de dignité nationale, l'intoi les villes et villages, créant une dynamique où l'espoir et la crainte s'entremêlent, et une micro-question persiste, comme un fil tiré au milieu de la tempête. Si un pays ose reprendre le contrôle de son eau, quels autres leviers pourrait-il récupérer sans attendre la permission du monde extérieur ? Car c'est là que se joue tout, sur cette ligne fragile entre risque réel et promesse historique. Un détail discret, presque ignoré dans la tempête médiatique, révèle pourtant l'ampleur réelle du basculement. Dès les premières heures suivant la fermeture du 10 octobre, certaines régions ont enregistré une baisse immédiate de 30% de l'approvisionnement en eau. Et simultanément, les premières estimations ont montré que plusieurs compagnies étrangères perdaient entre 25 et 40% de leurs bénéfices mensuels, créant une asymétrie inattendue où l'instabilité locale contrastait avec une déstabilisation rapide des acteurs internationaux. C'est dans cette fissure que s'inscrit l'acte d'Ibrahim Traoré, un geste né d'une conviction accumulée au fil des décennies. L'histoire commence bien avant ce matin d'octobre. Elle remonte à 1947, quand un contrat opaque avait confié la gestion de la rivière Sahel à des sociétés européennes, reléguant le Burkina Faso au rôle d'usager sur sa propre terre. Pendant plus de 70 ans, ce texte, incompris par le peuple, avait servi de cadre à une exploitation qui ne profitait ni aux agriculteurs locaux, ni aux communautés rurales dépendantes du fleuve. Ensuite, la crise s'est amplifiée lorsque les analyses gouvernementales ont révélé que même les données climatiques, essentielles pour anticiper les sécheresses, étaient stockées et contrôlées hors du pays. Ce constat a accéléré la détermination présidentielle. Reprendre le fleuve n'était plus un choix idéologique, mais une nécessité stratégique. La rivière Sahel, jadis symbole d'abondance, était devenue le miroir d'une dépendance structurelle impossible à ignorer. Il est à noter que lorsque les vannes ont été fermées, l'effet domino s'est produit Tranköche d'Aïtuen, sanctions envisagées, prêts suspendus, rumeurs de pénurie et départ précipité de certaines entreprises. Pourtant, dans les rues d'Ouagadougou, un sentiment différent l'entoie à grande vitesse, celui d'une libération longtemps attendue. Au milieu de cette tension croissante, une question s'est imposée. Si un fleuve suffit à ébranler des décennies d'équilibre imposés, qu'adviendra-t-il lorsque les autres leviers de souveraineté seront, eux aussi, remis entre les mains du pays ? C'est souvent dans les premiers jours d'une rupture historique que se révèlent les figures capables d'éclairer le chaos. Parmi elles, un ingénieur hydraulique de Ouagadougou, ancien employé d'une entreprise étrangère, a observé le 10 octobre comme une bascule qu'il attendait depuis des années. Il connaissait chaque vanne, chaque protocole, chaque ligne de code, verrouillant l'accès aux infrastructures hydrauliques. Lorsque l'ordre présidentiel est tombé, il a quitté son bureau pour rejoindre les équipes techniques déployées sur le terrain. Parallèlement, à quelques centaines de kilomètres, une agricultrice de la région du centre-nord vivait une autre réalité. Depuis longtemps, ses récoltes dépendaient de logiciels de régulation importés et coûteux, imposant des cycles d'irrigation incompréhensibles pour les communautés locales.
Le jour de la fermeture, elle a vu l'eau ralentir, mais elle a surtout vu le village se rassembler pour improviser des solutions, canaux manuels, partage des réserves, réorganisation des parcelles. Ce n'était pas la fin d'un système, mais le début d'une réinvention collective. Il est à noter que ces deux parcours, pourtant opposés, bac KO l'un à l'autre. Le technicien apportait la compréhension des mécanismes invisibles. L'agricultrice révélait la capacité d'adaptation que les modèles étrangers avaient toujours sous-estimée. Ensemble, ils incarnaient la transition du Burkina Faso, d'une dépendance technocratique à une maîtrise progressive, encore fragile, mais pleinement nationale. Et au cœur de ces récits, une interrogation s'impose comme un fil rouge que personne ne peut éluder. À quoi sert une liberté si elle ne change pas la vie quotidienne ? Avant le 10 octobre, la rivière Sahel coulait sous un contrôle étranger si ancien qu'il semblait immuable. Après le 10 octobre, tout a basculé en quelques heures, comme si une frontière silencieuse avait enfin cédé. Ce basculement n'a pas été un accident. Il a été l'élément déclencheur d'une mécanique soigneusement observée depuis des années par Ibrahim Traoré, qui voyait dans l'eau la dernière chaîne coloniale encore intacte. La décision a été exécutée à l'aube. Les ingénieurs militaires ont fermé les vannes une à une en suivant un protocole précis pour éviter les surpressions. Les stations de contrôle, longtemps gérées par des serveurs externes, ont été isolées du réseau international. Les écrans des entreprises étrangères sont soudain devenus noirs. Les systèmes automatiques se sont figés. Son les premiers bulletins radio ont annoncé que le Burkina Faso reprenait officiellement la maîtrise de la rivière Sahel. Les marchés européens ont réagi avant même que les Burkinabés aient le temps de comprendre l'ampleur du geste. Une chute instantanée de la valeur de certaines entreprises hydriques, des dizaines de millions évaporés en quelques minutes. Dans les quartiers de Ouagadougou, les habitants ont entendu ces nouvelles sans réellement mesurer le futur qui s'ouvrait. Les réactions internationales ont afflué. L'Union européenne a parlé de risques pour la stabilité régionale. Les États-Unis ont évoqué un précédent dangereux. Le FMI a suspendu un prêt de 400 millions de dollars consacré aux infrastructures hydrauliques. La dynamique était radicalement inverse. Les Burkinabés descendaient dans les rues, drapeau à la main, proclamant que leur eau leur appartenait d'enfin. Dans plusieurs villages, les anciens ont déclaré que c'était la première fois depuis l'indépendance qu'ils voyaient un dirigeant oser rompre un pacte hérité de 1947. Ibrahim Traoré, lui, maintenait sa ligne. La souveraineté n'était pas négociable, même face aux sanctions. Il savait que le prix serait élevé, mais il savait aussi que l'alternative, poursuivre une dépendance structurelle, coûterait encore plus cher à long terme. En changeant de point de vue, la crise s'est intensifiée lorsque les frontières commerciales ont commencé à se fermer. Les importations se sont ralenties, les prix du carburant ont bondi de près de 20%. Certaines industries ont interrompu leur production, faute d'eau régulée par les anciens systèmes automatisés. Mais dans les hameaux ruraux, une autre scène se jouait. Familles partageant les réserves, comités improvisés répartissant l'eau, agriculteurs réorganisant leur culture pour économiser chaque litre. Les semaines suivantes ont consolidé un paysage fragmenté. Les entreprises étrangères, frappées par une baisse de 25 à 40% de leurs bénéfices, ont entamé leur retrait. Les institutions internationales ont accentué la pression diplomatique. Pourtant, dans l'opinion burkinabé, une certitude lane-toi. La fermeture n'était pas seulement une rupture, mais un acte fondateur. Des villages ont adopté des systèmes d'irrigation artisanaux. Des ingénieurs locaux ont créé des modules de distribution à énergie solaire. Les comités urbains ont organisé des tours de rationnement pour éviter les conflits. Et dans tout le pays, une phrase revenait, presque comme un serment: si nous perdons aujourd'hui, nous perdons pour toujours. Si nous tenons, nous renaissons. Les répercussions globales étaient lourdes, mais la transformation interne était profonde, un réalignement psychologique et politique qui allait définir les mois suivants. Au point de départ, le Burkina Faso dépendait à plus de 70% des infrastructures hydrauliques contrôlées depuis l'étranger. Après la fermeture du 10 octobre, cette dépendance s'est contractée brutalement, créant un delta structurel impossible à ignorer. Ce basculement signifie qu'un système autrefois stable mais fragile est devenu un terrain de recomposition rapide, nécessitant des ajustements techniques quotidiens.
Il est à noter que les premières données consolidées proviennent des stations locales. Certaines régions ont enregistré une réduction de 30% de l'approvisionnement en eau. Cette baisse, si elle semble alarmante, reflète surtout la transition entre un réseau automatisé étranger et une gestion manuelle encore en construction. Les ingénieurs burkinabés expliquent que cette contraction n'est pas un effondrement, mais un choc de recalibrage, lorsque des années de dépendance se traduisent soudain par la reprise de systèmes longtemps négligés. Parallèlement, les entreprises étrangères opérant dans la zone ont rapporté une chute de 25 à 40% de leurs bénéfices dans les 2 mois suivant la fermeture. Les économistes précisent que ce recul provient de la perte des flux hydriques plutôt que d'un effondrement global du marché. En d'autres termes, la fermeture n'a pas détruit l'économie régionale, elle a redistribué ses lignes de force. Cette distinction est fondamentale pour comprendre la logique d'Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas de bloquer les investissements, mais de retirer aux acteurs extérieurs un privilège structurel qu'ils détenaient depuis 1947. Une autre perspective consiste à les données de terrain montrent une résilience inattendue dans plusieurs zones rurales. Les communautés ont mis en place des microsystèmes de distribution redonnant une cohérence locale à l'usage de l'eau. Certains villages, autrefois dépendants de logiciels importés, ont réussi à stabiliser jusqu'à 70% de leurs irrigations en adoptant des solutions artisanales, canaux manuels, vannes mécaniques, pompes solaires. Cette adaptation démontre que la baisse initiale de 30% n'est pas un point final, malak que chez Tamto d'un rééquilibrage en cours, où chaque litre d'eau reprend une trajectoire plus autonome. D'un autre côté, les tensions urbaines restent mesurables. Les coupures, les rationnements, les délais dans la distribution. Les autorités notent que ces perturbations ne découlent pas uniquement de la fermeture, mais de décennies de retard accumulés dans la maintenance des infrastructures nationales. Le retrait des entreprises étrangères a simplement rendu manifeste une fragilité déjà ancienne. Parallèlement, les deux dynamiques, recul externe et recomposition interne, révèlent ce que les observateurs appellent désormais l'effet miroir du Sahel. Là où les entreprises perdaient des profits, les communautés gagnaient une marge d'action. Là où les institutions internationales suspendaient leurs aides, les réseaux locaux développaient leurs propres mécanismes de survie. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas des symboles, mais des balises. Ils indiquent que la souveraineté hydrique n'est pas un objectif abstrait, mais une trajectoire mesurable où chaque variation impose une réponse technique, politique ou communautaire. Et dans ce paysage où les données se superposent aux inquiétudes, une chose devient claire. L'équilibre final dépendra moins de la chute des pourcentages que de la capacité collective à transformer ces deltas en leviers durables. Deux lectures solides, cohérentes et difficilement écartables s'affrontent aujourd'hui autour de la fermeture de la rivière Sahel. La première, défendue par de nombreux économistes et institutions internationales, affirme que l'acte a exposé un pays déjà vulnérable à une spirale risquée. Pénurie potentielle, hausse durable des prix, isolement diplomatique et rupture des chaînes d'approvisionnement. Selon cette vision, la sécurité hydrique devrait rester connectée à des réseaux techniques transnationaux, faute de quoi l'économie burkinabé risquerait de s'enfoncer dans une instabilité prolongée. Cette position souligne que passer de systèmes automatisés à une gestion manuelle peut créer des zones de fragilité, surtout dans les zones urbaines où la demande quotidienne reste élevée. La deuxième lecture, tout aussi structurée, se fonde sur les analyses d'experts africains et de plusieurs ingénieurs, hydrologues de terrain. Pour eux, la fermeture n'est pas une rupture imprudente, mais l'unique moyen de briser une dépendance vieille de plusieurs décennies, héritée d'un contrat colonial de 1947, dont les bénéfices n'ont jamais réellement touché les populations locales. Il rappelle que les entreprises étrangères ont perdu entre 25 et 40% de leurs profits après la fermeture, preuve que leur modèle reposait sur un contrôle asymétrique des ressources plutôt que sur un partenariat équilibré. Ces analystes ajoutent que les communautés rurales ont démontré une capacité d'adaptation remarquable, stabilisant jusqu'à 70% des irrigations avec des solutions artisanales, un indicateur clé que la transition, bien que brutale, est techniquement viable. En changeant de point de vue, une synthèse apparaît à partir de ces deux arguments.
Oui, la fermeture crée une zone de turbulence, mais cette turbulence met également au jour ce que les chiffres cachaient. La dépendance structurelle aux systèmes étrangers était elle-même un risque majeur, simplement moins visible. De plus, les données enregistrant une réduction initiale de 30% de l'approvisionnement ne signalent pas l'effondrement d'un système, mais la nécessité de le reconstruire sur des bases nationales. Ainsi, la question n'oppose pas réellement prudence et courage, mais inertie et transformation mesurable. Une fracture apparaît soudain. Au milieu de la crise, alors que les sanctions s'intensifient et que les prix montent dans les marchés de Ouagadougou, les villages du Nord, ce ne sont plus les infrastructures étrangères qui dictent les cycles de l'eau, mais des systèmes conçus localement, installés dans l'urgence par des ingénieurs burkinabés. Ce détail, passé inaperçu dans les grands médias, change pourtant la trajectoire du pays. Il est à noter que les premiers rapports montrent que plusieurs zones rurales, autrefois totalement dépendantes de serveurs extérieurs, parviennent à stabiliser leur irrigation grâce à des dispositifs solaires bricolés, des canaux manuels et des vannes mécaniques. Pour la première fois depuis des décennies, l'eau ne répond plus à un algorithme importé, mais au rythme décidé par ceux qui la consomment. Cette inversion, bien que fragile, révèle le cœur du pari d'Ibrahim Traoré, prouver que la souveraineté peut naître non pas d'une structure parfaite, mais d'un pivot maîtrisé par le terrain. Et si cette fracture, loin d'être un effondrement, marquait en réalité le point où le pays cesse de subir et commence à construire? Dans les foyers burkinabés, les effets ont été immédiats. Les rationnements d'eau et d'électricité se sont intensifiés, créant des journées rythmées par des coupures imprévisibles. Pourtant, dans ce contexte tendu, une solidarité nouvelle l'entoure. Des comités de quartier se sont formés pour organiser la distribution équitable, éviter les conflits et gérer les réserves. Des femmes ont creusé des puits communautaires, des familles ont partagé leurs stocks et les systèmes artisanaux ont permis de maintenir une partie des besoins essentiels. Cette résilience sociale, inattendue à une telle échelle, est devenue l'un des premiers indicateurs d'une société prête à assumer la transition vers l'autonomie hydrique. Les entreprises locales ont dû affronter un paysage économique bouleversé. Les usines dépendantes des flux automatisés ont vu leur production chuter d'environ 40%, certaines cessant temporairement leurs activités. Mais en parallèle, une dynamique inverse s'est enclenchée. Plusieurs installations industrielles ont été nationalisées ou restructurées pour fonctionner avec des mécanismes simplifiés. Des ateliers locaux ont commencé à produire des pièces de remplacement pour les infrastructures hydrauliques, réduisant la dépendance aux importations coûteuses. D'Atsang-Sang, les pertes et les gains, un nouveau tissu industriel émerge, encore fragile, mais fondé sur une logique interne plutôt que sur des outils importés. Pour le gouvernement, la fermeture a été un test de cohésion et de légitimité. Ibrahim Traoré et son administration ont dû réagir à la fois aux menaces internationales, au gel du prêt de 400 millions de dollars du FMI et à l'angoisse croissante d'une partie de la population urbaine. Les audits hydrauliques ont été accélérés, les ingénieurs militaires déployés et les stations de contrôle reprises une par une. Simultanément, les autorités ont instauré des mécanismes de communication quotidienne pour prévenir les rumeurs et maintenir une confiance minimale. Si la pression diplomatique s'est accrue, le gouvernement a consolidé son image auprès d'une grande partie des Burkinabés qui voyaient dans cet effort un combat pour la dignité nationale. À l'échelle régionale, la fermeture de la rivière Sahel a redéfini les équilibres géopolitiques. Le Mali et le Niger ont exprimé leur soutien, voyant dans cette initiative un précédent pour une coopération hydrique africaine affranchie des institutions occidentales. Dans le même temps, l'Union européenne a durci sa position, estimant que cette rupture risquait de déstabiliser l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, une tendance inattendue a émergé. Des mouvements citoyens dans plusieurs pays voisins ont adopté le slogan « Notre eau, notre droit ». Ainsi, l'impact n'a pas seulement été économique ou diplomatique, Makonlam au Linsan Tuton, poussant la région à repenser la notion même de souveraineté. À travers ces 4 groupes, une conclusion se dessine. La crise n'a pas seulement révélé des fractures, elle a ouvert une recomposition profonde où les pertes immédiates rencontrent une reconstruction lente mais réelle.
Dans les prochains mois, le Burkina Faso pourrait poursuivre une stabilisation progressive. Les partenariats renforcés avec le Mali et le Niger offriraient un filet régional pour l'échange de données hydrologiques et de solutions techniques locales. Les infrastructures artisanales, pompes solaires, canaux manuels, vannes mécaniques continueraient à se perfectionner, permettant de maintenir un niveau de production agricole suffisant. L'inflation, bien que persistante, pourrait se stabiliser autour d'un seuil contenu si les circuits de distribution interne deviennent plus efficaces. Dans ce scénario, le pays avancerait lentement mais sans effondrement. La crise pourrait devenir un catalyseur. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, inspirés par l'expérience burkinabé, adopteraient des politiques similaires de souveraineté hydrique. Un conseil régional du Sahel pourrait voir le jour, coordonnant la gestion de l'eau entre plusieurs États. Des ingénieurs africains lanceraient des programmes communs de recherche sur les technologies hydrauliques locales. Des investissements provenant d'alliés régionaux remplaceraient partiellement les fonds occidentaux gelés. Et la croissance économique du Burkina Faso pourrait atteindre 4 à 5% d'ici un an, grâce à la relance agricole et à la montée d'un nouvel écosystème industriel. Ce scénario ferait de la fermeture de la rivière un précédent historique, largement positif. Une autre perspective consiste à révéler une possibilité plus sombre. Si les réserves de change continuent de diminuer, si les tensions internes s'intensifient et si les partenaires régionaux se retirent sous pression internationale, le Burkina Faso pourrait entrer dans une zone de vulnérabilité sévère. Les infrastructures hydrauliques, encore en transition, subiraient des pannes répétées. Les rationnements deviendraient plus stricts, provoquant des contestations dans les centres urbains. L'isolement diplomatique limiterait l'accès aux pièces détachées essentielles. Dans ce scénario, la résilience sociale serait mise à rude épreuve. Pour introduire ce passage, face à ces trois trajectoires, la clé n'est pas de prédire mais de structurer. Le pays devra fonctionner avec une logique conditionnelle. Si la coopération régionale s'approfondit, alors la transition hydrique devient soutenable. Si les infrastructures locales ne sont pas renforcées, alors chaque perturbation risque de se transformer en crise. Autrement dit, l'avenir dépendra moins de la rivière elle-même que de la manière dont chaque acteur, État, citoyen, ingénieur, agriculteur, transforme la contrainte en levier. Pour comprendre cette crise au-delà des chiffres et des rapports internationaux, il faut revenir à ceux qui la vivent au quotidien. Dans les quartiers populaires d'Ouagadougou, comme dans les villages du centre-nord, la fermeture de la rivière Sahel n'est pas un concept géopolitique. C'est une réalité tangible, parfois rude, parfois porteuse d'un souffle nouveau. Pour introduire ce passage, les familles doivent composer avec les coupures d'eau, la hausse des prix et les changements soudains des routines domestiques. Pourtant, une dynamique inattendue l'entoure. Les habitants développent des solutions collectives, partageant des réserves, créant des tours de distribution et réinventant la gestion quotidienne de l'eau. Pour eux, l'enjeu n'est pas seulement technique, il est profondément humain. Pour introduire ce passage, beaucoup regardent la situation avec un mélange de prudence et de curiosité. Ils voient dans cette crise un laboratoire africain de souveraineté, un moment rare où une nation tente de reprendre le contrôle d'une ressource vitale. Ils s'interrogent. Si cette transition réussit, pourrait-elle devenir un modèle pour d'autres secteurs ? Cette question nourrit une fascination croissante. Pour introduire ce passage, dans cette crise, certains perçoivent un symbole. Ils y voient une métaphore de l'indépendance moderne. Non pas une rupture totale, mais une série de gestes concrets permettant à une société de se reconstruire. À leurs yeux, la rivière Sahel n'est plus seulement un cours d'eau. Elle devient un miroir reflétant le choix d'un peuple de reprendre son destin. Et dans ces trois regards, une même intuition se dessine. La souveraineté n'est jamais abstraite. Elle change les gestes, les habitudes, les espoirs, parfois même la manière dont on se raconte soi-même. Pour sortir de la zone d'incertitude et transformer la fermeture de la rivière Sahel en un modèle durable, le Burkina Faso doit suivre une trajectoire structurée, pensée pour résister aux pressions extérieures tout en renforçant ses capacités internes. C'est dans cette logique que Ibrahim Traoré et son gouvernement ont déjà esquissé un cadre d'action articulé autour de 5 étapes majeures.
Les ingénieurs nationaux doivent auditer chaque station, chaque vanne et chaque canal, encore marqués par des protocoles importés. L'objectif est d'éliminer toute dépendance logicielle étrangère et de garantir un contrôle total des flux. Les données hydrologiques, longtemps stockées hors du pays, doivent être maîtrisées localement. Des programmes conjoints avec les universités du Mali et du Niger permettront de créer les compétences techniques nécessaires à long terme. Cette structure régionale, voulue par Ibrahim Traoré, aurait pour mission de coordonner la gestion partagée de l'eau, réduire les tensions transfrontalières et consolider une souveraineté hydrique africaine. Financé par les partenaires africains, plutôt que par les institutions occidentales, il encouragerait le développement de solutions solaires, de pompes locales et de systèmes d'irrigation adaptés au terrain. Chaque contrat, chaque mètre cube prélevé, chaque budget doit être rendu public pour construire une confiance durable et éviter la reproduction de modèles opaques hérités de 1947. À partir de là, une idée simple se dégage. Sans discipline, la souveraineté reste un slogan. Avec une méthode, elle devient un horizon atteignable. Sur les rives où tout a commencé, l'ingénieur de Ouagadougou, celui qui autrefois manipulait des codes conçus à l'étranger, regarde désormais la rivière Sahel reprendre son cours avec une lenteur nouvelle. Chaque clapotement semble rappeler le moment où, aux côtés d'autres techniciens, il a aidé à réinitialiser les stations désertées, geste après geste, comme on recompose un territoire depuis ses fondations. Dans les campagnes du centre-nord, l'agricultrice qui creusait des canaux manuels voit ses parcelles reverdir malgré les rationnements. Elle se souvient du 10 octobre, non pas comme d'une rupture, mais comme d'un point de départ où son village a cessé d'attendre des solutions importées. Ces deux figures, miroirs l'une de l'autre, incarnent le fil secret de cette crise, une reconstruction venue d'en bas. Et quelque part entre ces visages, la silhouette d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme un point fixe, non pas héroïque, mais déterminé, portant l'intuition que la liberté se mesure d'abord dans les gestes ordinaires. Une rivière peut changer un pays. Sur les berges redevenues silencieuses de la rivière Sahel, une idée persiste. Cette crise n'a jamais été seulement politique ou économique. Elle a été intime. Elle a transformé la manière dont un peuple se regarde et dont un continent imagine son avenir. Des villages du centre-nord aux quartiers animés d'Ouagadougou, chacun porte désormais une part de cette transition, qu'elle soit faite de rationnement, de solidarité ou d'invention locale. Il est à noter que la souveraineté hydrique qui semblait abstraite, il y a encore peu, est devenue un sujet de conversation dans les familles, les écoles, les ateliers. Elle questionne non seulement l'eau, mais la terre, la dignité, et ce que signifie réellement maîtriser son propre destin. Alors, avant de refermer cette histoire, une invitation vous est adressée. Si ces récits vous parlent, si les questions soulevées ici résonnent avec vos propres interrogations, prenez un moment pour en discuter autour de vous, et demandez-vous simplement qu'est-ce qu'une indépendance qui ne circule pas jusqu'à la dernière goutte ?